magie de l'art et de la musique, c'est ça, c'est quand vous êtes avec vos instruments, avec votre voix et votre musique, et vous n'avez plus besoin de penser à la technique, ni à la notation, ni à la... Vous êtes, vous et la musique, tellement ensemble qu'elle parle à travers vous sans qu'elle soit déformée. Comment est-ce que vous arrangez le programme pour un an pour garder la balance entre les concerts, les enregistrements et les conférences? Ça se fait de manière naturelle, c'est-à-dire au fur et à mesure que les dates, il y a un certain moment que, par exemple, si je vois qu'un mois il y a trop de concerts, je n'accepte plus à partir d'un certain moment. Et je garde toujours en avance aussi certaines périodes pour faire de la recherche ou pour faire des enregistrements. Donc, c'est-à-dire, c'est une chose qu'on programme d'une manière globale, mais c'est-à-dire, ça ne veut pas dire que s'il y a une proposition de concert dans un endroit intéressant et important, on a la flexibilité, si on le sait, avec un certain temps pour pouvoir bouger un peu les choses. Cet automne, pendant le festival d'UNESCO, je parlais avec Ton Kopman, qui me parlait lui aussi de la grande amitié qui vous lie. Avez-vous imaginé un grand projet musical qui pourrait vous réunir, vous tous, vous, Ton Kopman, William Christie et les grands spécialistes de la musique ancienne? Ben, je pense que ça serait compliqué de mettre un projet comme ça en place parce que... Provocateur. Non, mais si vous voulez, les projets musicaux ont besoin d'un chef, pas de plusieurs chefs, parce que chaque chef aura tendance à aller dans la direction qu'il pense. Donc, ce serait compliqué de diriger un bateau avec 4 capitaines. Mais j'ai beaucoup d'estime avec tous ces noms que vous avez parlé, musical et aussi d'amitié. Tout en parlant du festival UNESCO, c'est pendant le festival UNESCO en 2007 que le public roumain vous a connu et vous a entendu live sur scène. Et puis, vous êtes retourné l'année passée à Iași pour présenter le projet sur Cantemir. Est-ce que vous vous sentez cet amour du public roumain qui est toujours prêt à recevoir les merveilles sonores que vous lui apportez? On ressent très bien dans le public roumain d'abord une soif de musique, une soif de belles choses. Et je pense que c'est quelque chose qui est caractéristique aussi des cultures latines d'abord, mais aussi, je pense, des peuples qui sont encore en train de chercher leur symbole, leurs racines. Je pense que ça appartient aussi à un développement. Je pense que la Roumanie a une place très importante dans la culture. Et on sent ça dans la manière que le peuple roumain vit chaque moment musical. Parce que je pense que la musique est très importante pour la culture roumaine. C'est avec le projet sur la dynastie Borgia que vous avez remporté un prix Grammy. C'est très important pour un musicien. Je voulais vous demander si les prix sont en tout cas une sorte de motivation pour continuer, pour développer des projets nouveaux. Je ne pense pas que ça c'est indispensable parce que si je continue des projets nouveaux, c'est pas à cause des prix, c'est ma manière de vivre. C'est me plonger dans la musique en ces moments spécialement. C'est pour moi la manière la plus forte de garder toujours un souvenir
de mon épouse, parce que c'est à travers la musique que je suis en contact avec elle. Mais, c'est dire, c'est un grand plaisir de voir que même dans des cultures si lointaines, comme celle de l'Amérique, des projets si spéciaux comme le Borgia trouvent un intérêt. Et je pense que ça, c'est, pour moi, ça me donne beaucoup de plaisir par le fait que ces musiques très spécialisées arrivent à toucher des gens de cultures si diverses. L'année passée, à Iași, vous me parlez de ce projet Borgia, qui était à ce moment-là le plus récent. Et vous me parlez aussi de votre recherche sur Erasme. Et voilà, on parle toujours d'Erasme comme un projet accompli. À ce moment, c'est vers qui, vers laquelle figure de l'histoire universelle que vous vous dirigez pour penser? Je suis en train de travailler sur de grands projets. Tous les deux des projets que j'ai faits à la Cité de la Musique à Paris. On a fait au mois de novembre la musique sur Jean la Pucelle, sur la vie de Jeanne d'Arc, avec des textes les plus importants de ses interrogatoires et de sa vie, ses lettres. Et en ce moment, et ça donnera l'année prochaine un livre, disque, avec 2 disques de musique et de textes récités de tous les procès, de tous les moments de sa vie. Et c'est dimanche prochain, c'est-à-dire le 11 décembre, nous présentons à Paris la première fois le projet autour d'Erasme et l'éloge de la folie, dans lequel il y aura la folie, une récitante, une actrice française qui va réciter une très importante sélection des textes sur la folie, qui sont des textes d'une actualité extraordinaire, parce que c'est une critique de l'homme, de la société, de la vie religieuse, et même jusqu'à le plus haut niveau des cardinaux, des évêques et des papes. C'est des critiques qui n'ont perdu rien, malheureusement, de leur actualité. C'est des critiques contre la guerre, contre l'injustice. Et aussi, dans ces mêmes projets, il y a des lettres d'Erasme avec Thomas More, qui était un de ses grands amis et qui après a été exécuté par Henri VIII, mais aussi des échanges de correspondances très intéressants entre Erasme et Luther. Donc ça fait un projet très 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 beau avec les musiques de l'époque qui jalonnent les différents textes récités. Et je pense que c'est quelque chose qui aujourd'hui me fascine beaucoup, parce que ça permet de se plonger dans la musique d'une époque, mais en même temps aussi de réfléchir sur les grands maîtres de pensée qui étaient des gens comme Erasme, qui nous apportent aujourd'hui encore une lucidité et une justesse de la critique extraordinaire. Et comme presque tous vos projets, c'est pas seulement de la musique, c'est de la pensée, c'est de l'art, c'est de l'humanité elle-même, d'une certaine période historique que vous reprenez et reproposez au public contemporain. Oui, parce que je pense que si vous voulez, dans la vie musicale, 90% de ce qu'on fait, c'est simplement aller écouter une pièce musicale, une interprétation, et c'est très bien. Mais après plus de 40 ans de faire cela, je ressens en ce moment aussi envie d'unir cette réflexion que la musique peut nous permettre en nous plongeant dans des époques plus anciennes et en pouvant apprendre des connaissances des grands maîtres de ces époques par rapport à l'histoire, par rapport à la philosophie, par rapport à l'expérience humaine. Je pense que c'est essentiel aujourd'hui que nous puissions de pouvoir réfléchir sur le futur à partir de l'expérience que nous avons eue dans notre histoire.
moi, je ne peux pas m'imaginer de vivre un autre espace que celui de mon temps. Parce que je suis faite pour ce temps, pour notre temps. Donc, je pourrais avoir une certaine envie peut-être de vivre dans un temps futur pour connaître des choses que je connais. Si vous aviez le temps, l'envie et les moyens de tourner vers un compositeur du 19e siècle, qui serait-il? Le temps, les moyens. Écoutez, le 19e siècle, il y a beaucoup de compositeurs qui me fascinent. Mais je pense qu'il y aurait plusieurs, il n'y a pas qu'une. Il y aurait Schubert, par exemple. C'est un compositeur qui me fascine beaucoup, mais bien sûr Beethoven aussi, mais Brahms, il y a des œuvres magnifiques de Brahms qui m'intéressent. Mais je m'arrête parce que il y a certaines œuvres aussi de Bruckner que je trouve très intéressantes aussi. Mais je pense que ce serait pour une prochaine vie. Toutes ces rencontres que vous avez avec des musiciens appartenant aux différentes cultures ou avec le public partout dans le monde, pensez-vous ont quelque chose changé dans votre âme catalane? Bien sûr. Chaque contact avec une nouvelle culture, ça vous change. Pour moi, c'était une façon de s'enrichir extraordinaire, surtout tout ce que j'ai fait avec mon épouse Montserrat Figueras. Le premier arrangement dans lequel on a fait la musique séfarade, après les musiques des troubadours, les musiques relationnées avec aussi la culture arabe-andalouse, d'après les enregistrements qu'on a fait sur les musiques de Jérusalem, sur les musiques de la Méditerranée. Et tout ceci, ça nous a ouvert vraiment un espace incroyable d'une richesse inimaginable. Et en ce moment, on vient de sortir le projet Mare Nostrum, qui est le livre-disque de cette année, qui sort en ce moment. Et ça, c'est par exemple un des derniers projets que je peux faire avec Montserrat. J'étais à Granada, dans le sud de l'Espagne. Je devais aller dans une répétition avec un concert, avec un claveciniste. Et j'étais un petit peu en retard parce que je me suis perdu dans les petites rues pour aller à l'auditoire. Et je passe devant un bar et il y avait un monsieur qui était en train de boire un verre de vin, c'était 10 h du matin. Et je demande, est-ce que vous savez le chemin pour aller à l'auditoire? Je dis, bien sûr que je sais. Prenez un verre avec moi et je vous accompagne. Alors ma réponse première était, excusez-moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, je suis pressé. Alors il me dit, comment ça? Vous n'avez pas le temps pour moi. Moi, j'ai le temps pour vous. Je suis disposé à vous accompagner et vous n'avez pas une minute pour m'accompagner, moi, avec un verre. Est-ce que votre temps est plus important que le mien? C'était une leçon d'humanité que je n'ai jamais oubliée. J'avais 22 ans et je n'ai pas pris un verre de vin, j'ai pris un verre d'eau.
Et il m'accompagnait dans la